Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, comme des millions de Français, André Berkoff, eh bien vous êtes dans tous vos états, en colère et pour cause. Trop, c'est trop, André. Trop, c'est trop. C'est toujours évidemment les retraites. Vous savez, aujourd'hui, les retraites. L'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, a pas appelé les retraites, a appelé les retraités à descendre dans la rue aujourd'hui contre le plan de financement de la sécurité sociale. Alors on va en parler avec Jean-Pascal Beaufret qui remet quand même les pendules à l'heure et c'est très intéressant. Puis on va parler du site Shein. Vous savez le Shein, la fast fashion, hein. Et qu'est-ce qui reste? Effectivement, il reste à un moment donné des poupées sexuelles et puis des vêtements 1 ou 2 ou 3 ou 4 euros. Qu'est-ce que c'est? On va prendre le temps d'en parler également. Et puis un éleveur, Pierre-Guillaume Mercadal, suite à l'agression d'une religieuse dans l'abbaye de Moissac. Ça aussi une affaire classée sans suite. Et puis alors, dans la culture, dans tous ces états, Céline, un témoignage bouleversant. Et oui, aujourd'hui, l'invité de notre émission sera effectivement Jean-Marie Delbos. Il publie aujourd'hui son livre « Mon enfance à Bétarame », le témoignage choc de la première victime après 60 ans de silence. Restez avec nous pour écouter ce témoignage bouleversant. Arnaud Gallet aussi, le cofondateur de Move Enfants, une association de lutte contre les violences faites aux enfants, sera aussi notre invité, André. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états, le fait du jour. Retraités maltraités, l'austérité, il y en a assez, André Berkoff. Eh bien ça, c'est l'un des slogans de ceux qui manifestent actuellement leur colère dans les rues partout en France. Et pour cause, ils sont encore et toujours la cible du gouvernement. Ils protestent contre le plan de financement et de la sécurité sociale et le projet de loi de finances 2026 qui apparemment va dégrader leurs conditions de vie, André. Oui, enfin, c'est intéressant parce qu'on a l'impression quand on entend ça en 2025... On entend ça depuis quoi? Je ne dirais pas des décennies. Voilà, on proteste, on descend dans la rue, les retraites. On a l'impression, je ne dirais pas de me remonter à 40 ans, mais quand même c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois le problème est posé, on parle point, on parle âge, on parle reculer de l'âge de la retraite, non pas reculer, et les uns qui disent, effectivement, on a cotisé, on a travaillé, et on veut nous supprimer en tout cas, raboter les retraites, et les autres qui disent, mais non, et puis alors l'autre, capitalisation, ou effectivement répartition, on reste là-dedans et tout. On a l'impression que ces problèmes-là, ils sont posés depuis des années, et qu'on est toujours dans la même antienne. Et c'est quand même un peu frustrant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on va essayer d'expliquer ce que c'est, peut-être rappeler comme ça des choses de base, ce que c'est que la retraite. Qu'est-ce que ça veut dire la retraite aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression, en tout cas beaucoup de Français ont l'impression qu'on est que, et beaucoup de jeunes ils disent écoutez, c'est pas la peine de parler de retraite, on n'aura plus jamais de retraite, ça n'existera plus dans 20 ans, c'est terminé. Et d'autres qui disent mais en attendant on nous rabote déjà aujourd'hui. Et oui, nous recevons monsieur Jean-Pascal Beaufret. Exactement, votre invité. Il est associé du fonds de capital risque Ring et ancien directeur général des impôts. Et il a écrit de nombreux articles sur le sujet des retraites. Et livres aussi. Oui. Jean-Pascal Beaufret, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Et essayons un peu vraiment de décrypter. Il nous faudrait 5 heures pour tout dire. Mais quand même, là, on sent une espèce de double frustration. Les uns qui disent, mais écoutez, les retraites, et je n'ai pas tout oublié, les retraites des fonctionnaires du public, fonctionnaires du privé, etc. Est-ce qu'on peut un peu, en termes extrêmement le plus simple possible, mais surtout décrypter la chose? Alors écoutez, c'est assez simple. D'abord, il faut partir de l'idée que les retraites sont, comme on dit, par répartition. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire que c'est ceux qui travaillent aujourd'hui qui payent les retraités d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, c'est ça. D'aujourd'hui. C'est pas ceux qui travaillent d'aujourd'hui qui payent les retraités d'aujourd'hui. C'est pas le travail d'autrefois que vous avez mis de côté pour aller en retraite. Ça, on peut dire que ça peut s'appeler peut-être de la capitalisation. Non, c'est les actifs d'aujourd'hui, ceux qui travaillent aujourd'hui, qui payent pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils payent vraiment
les actifs d'aujourd'hui pour les retraités d'aujourd'hui. Et pardon, je peux vous poser une question préalable. Comment faire et comment expliquer à quelqu'un qui vous dit, mais attendez, moi j'ai travaillé pour ma retraite, il y a dans mes salaires, il y a le côté retraite qui est marqué, la ligne retraite. Donc, vous me dites que je n'ai pas payé ça. Mais si j'ai payé ça, moi, pour l'activité, c'est pas seulement les actifs d'aujourd'hui. Alors, je crois, André Berkoff, qu'il faut dire que nous vivons sur des illusions. Et c'est des illusions qui ont été entretenues pendant très longtemps. L'illusion, par exemple, j'ai payé mes cotisations et donc j'ai payé pour ma retraite d'aujourd'hui. C'est pas vrai. On ne paye, les cotisations ne représentent que les 2/3 des retraites payées. Elles devraient représenter 100%. Oui. Elles ne représentent que 2/3. Alors, qui est-ce qui fait le complément? Oui, le tiers. C'est 14% ou 15% d'impôts qui sont affectés aux retraites. Donc là, c'est les contribuables, c'est nous tous qui payons pour les retraités. Et puis, le 20% restant, c'est l'État. C'est l'État avec des subventions. L'État, mais c'est nous, l'État. Et l'État, c'est aussi nous, mais c'est pas des impôts qu'on paye, c'est de la dette. C'est la dette que font la sécurité sociale ou l'État pour payer les retraites d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, les retraités sont pas mal traités en France parce que s'ils savaient comment c'est financé, qui paye pour eux, peut-être qu'ils auraient un recul un peu plus grand sur le fait que de leur retraite et qui paye leur retraite. Alors, le deuxième point, c'est qu'ils sont pas maltraités du tout. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens... Ils vont hurler, là, quand ils vont vous entendre. Mais il faut le dire aussi, c'est la deuxième illusion. Ouais. Et beaucoup de gens pensent qu'il y a trop de petites retraites, qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, que la retraite moyenne en France, c'est quelque chose comme 1700 ou 1800 euros aujourd'hui, qu'avec ça, on vit pas bien partout et que tout le monde n'a pas ça. C'est vrai. Et c'est vrai, tout le monde n'a pas. Ouais. Mais il faut prendre des comparaisons. Si nos retraités français étaient en Allemagne, ils auraient des retraites beaucoup plus faibles. S'ils étaient en Angleterre, ils auraient des retraites plus faibles. S'ils étaient en Espagne et en Italie, alors en Italie, ça se discute. Mais en Espagne, certainement. Et nos retraites sont plutôt avantageuses par rapport à tous les pays européens. Donc vous voyez, le panorama, c'est que c'est pas les cotisations qui payent la retraite, il y a que ces 2/3 des retraites. Après, ce sont tous les autres, c'est contraintes 2/3. C'est pas mal, mais et on s'endette véritablement pour financer la retraite. Oui. Et deuxièmement, nos retraites sont plutôt dans la partie haute des pays européens. Bon, par exemple, un truc c'est simple, si vous voulez, elles ont été revalorisées en 2024 de 5% et en 2025 encore de 2%. C'est plus que l'inflation. En Allemagne, les retraités depuis 2004, ils n'ont pas eu l'inflation. Ils ont été désindexés par rapport à l'inflation. Oui. Voilà, il y a quelque chose qui s'appelle un système qui a été installé au début des années 2000, un coefficient dit de soutenabilité pour faire face à l'augmentation du nombre de retraités. Alors, troisièmement, les retraités sont pas non plus défavorisés en France parce que l'âge moyen de départ se situe autour de 63 ans, alors qu'il est plutôt de 64 ou 65 en moyenne en Europe. Et je parle de l'âge réel. Je parle pas des âges théoriques des lois. Là, c'est plutôt 67 ans dans les autres pays d'Europe, alors qu'on est toujours, nous, à 62, qui était passé à 64 et qui va être suspendu pour les années à venir. Donc, au total, si vous voulez, quand j'entends que les retraités sont maltraités, je peux pas dire que c'est vrai. Voilà, c'est pas vrai. Alors non, mais c'est intéressant de dire ça parce qu'effectivement l'impression, enfin le ressenti, mais le ressenti n'est pas forcément le réel. Mais par exemple, quid du problème des 2 poids et 2 mesures. Je m'explique. Par exemple, le secteur public, on mesure la retraite à partir des 6 derniers mois d'activité. Vous le savez mieux que personne. En revanche, le privé, c'est les 25 ans d'activité. Alors on fait simple. Il y a 2 choses qui sont très différentes entre le privé et le public. Est-ce que vous dites là? C'est-à-dire, on calcule la retraite sur le traitement le plus élevé de la carrière. C'est ça. Alors qu'on la calcule sur 25 années moyennes, ou les meilleures années, les meilleures 25 années, mais dans une carrière privée souvent hachée, c'est moins favorable, c'est sûr, que les derniers traitements. Mais... Oui, parce que on peut dire inégalité. Oui, mais alors le privé, il a des retraites calculées sur toute la rémunération. Alors que le fonctionnaire, il a des retraites simplement calculées sur le traitement. Combien ça représente les traitements dans la rémunération des fonctionnaires? Quelque chose comme 77-78%. Donc vous voyez, l'avantage qu'on a, parce qu'on a un mode de calcul plus favorable du dernier traitement,
Comparé au mode de calcul du privé, il est compensé par le fait qu'on ne touche pas de retraite sur ses primes dans la fonction publique et que les primes représentent à peu près un peu plus de 20% de la rémunération. On ne touche pas de retraite sur les primes dans le public, vous dites? Pratiquement pas. Ouais. Un peu. Il y a très peu de primes qui sont cotisées et qui sont payées, mais on ne touche pas. Et quand vous regardez les comptes des deux côtés, ça s'équivaut. De même, par exemple, le retraité fonctionnaire, il touche 75% de son dernier traitement, alors que ceux du privé, ils touchent 50% plus des points Agirc-Arrco. Quand on regarde, ça revient à peu près au même. Il y a une étude récente qui a été faite et qui montre que si vous calculiez les retraites des fonctionnaires avec les règles du privé, ça serait à peu près pareil. En revanche, les retraites des fonctionnaires coûtent beaucoup plus cher. Elles coûtent beaucoup plus cher à l'État parce que il y a peu de cotisants, il y a moins de cotisants et beaucoup de retraités. Ouais. Par parenthèse, il y a moins de cotisants parce que on a vu partir des pans entiers de l'administration qui sont devenus des sociétés, des entreprises. Par exemple, France Télécom, Orange et La Poste sont devenus des sociétés anonymes. Alors, les nouveaux salariés cotisent au régime général. Et puis l'État, il a les retraités anciens, par exemple. C'est un exemple, vous voyez. Donc, il y a des problèmes de démographie qui font que... Mais si vous regardez bien, les retraites des fonctionnaires, elles sont à peu près au même niveau. Et puis, il faut penser à quelque chose. C'est quand on a un régime de retraite aussi éclaté que nous, il y a 42 régimes. Oui, 42 régimes de retraite. Oui, mais 6 ou 7 importants, pas beaucoup plus, significatifs. Vous ne pouvez pas faire autre chose que d'organiser la compensation par ceux qui ont beaucoup de cotisants et peu de retraités, de ceux qui ont peu de cotisants et beaucoup de retraités. Or ça, l'État l'a pas fait. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, en réalité, il paye pour cette compensation démographique à travers le régime des fonctionnaires. Donc, en fait, il faut pas dire que c'est les règles, c'est la fonction publique seule qui conduit à un déficit, un énorme déficit, celui dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire environ 20%. C'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Mais en très gros, ce qui est vrai, c'est que le système de retraite dans son ensemble nous coûte 20% de la dépense. On dépense un peu plus de 400 milliards de retraites par an, et en gros, c'est subventionné à 20%. C'est ça. Donc, si vous voulez, on peut pas dire complètement que les retraités soient maltraités. Je comprends. Voilà. Mais alors d'où vient c'est peut-être la méconnaissance ou autre, d'où vient monsieur Beaufret de cette espèce de ressenti général d'ailleurs chez les plus âgés comme évidemment les jeunes disant oui de toute façon faites rigoler, pourquoi je vais travailler, enfin je caricature et je schématise assez grossièrement, mais quand même je peux travailler, j'aurai rien moi dans 20 ans 30 ans ce sera peanuts, et les autres qui disent mais écoutez encore on va nous, vous savez, on sent ça, l'épargne des Français, c'est un organe de poste. On va attaquer l'épargne des Français, on a besoin d'argent, Et les retraites, attention, on ne peut pas continuer comme ça. Alors d'où ça vient? Et ça vient, à mon avis, de deux choses. On n'a pas dit ce que coûtaient les retraites à l'ensemble de la collectivité. Mon 20% de tout à l'heure. Ça, les comptes publics ne le disent pas depuis 30 ans. On ne dit pas qu'il y a 20% des dépenses publiques qui sont pour les retraites. On ne dit pas qu'il y a 25% des dépenses publiques en retraite aujourd'hui, la totalité des dépenses publiques, c'est 25% pour les retraites, 400 milliards sur 1700 à peu près, et que dans ces 25%, l'État les subventionne pour 5% sur 25%, c'est-à-dire 20%. D'accord. 5% sur 20%. Ça, on ne nous le dit pas. Les comptes ne nous le disent pas parce que on vit sur un système de comptes publics présenté au Parlement et à l'opinion publique qui est, moi, les termes que j'emploie, c'est un système désuet et trompeur. Bon, par exemple, quand la Cour des comptes vous dit que les retraites sont excédentaires en 2023, c'est pas crédible, si vous voulez. Elles sont excédentaires après les subventions. Mais les subventions, elles comptent ailleurs. Vous voyez, c'est simple. C'est l'État qui paye, mais on compte la subvention de l'État dans une recette et donc les retraites sont équilibrées. Voilà. Bon. Alors ça, c'est la première raison. Et deuxièmement, la communication se fait mal vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens qui sont légitimement en retraite et qui méritent de recevoir une rémunération, mais il n'y a pas de problème. Mais la communication se fait mal parce que si on leur donnait la comparaison effective
de ce que touche dans les pays etc. occidentaux, dans tous les pays développés. Dans tous les pays développés, les retraités, ils ont des revenus qui sont environ 80%, tout compris, avec le produit de leur placement, leur maison, les locations, etc. Tout compris les revenus des retraités. Vous comptez le patrimoine oui, aussi. mais les gens qui sont à la retraite, ils ont environ un revenu total de l'ordre de 80% de ce que les gens actifs ont. D'accord. Donc quand vous travaillez, que vous avez 100 de revenus. Si vous voulez, les retraités d'aujourd'hui, les retraités d'aujourd'hui touchent aujourd'hui, on peut dire 80% de ce que touchent les actifs d'aujourd'hui. Leurs revenus totaux. Leurs revenus, oui, leur c'est retraite bien. plus le reste. Plus le reste, d'accord. Ça représente aujourd'hui 100% en France et 80% dans les autres pays. D'accord. Donc ça, on ne le dit pas assez. On ne le montre pas assez. On ne l'explique pas. Or ça, c'est vrai. C'est des vraies statistiques internationales. C'est pas des choses inventées, si vous voulez. C'est régulier. C'est ancien. Donc on a, en France, une situation pour les retraités qui est plus favorable que partout ailleurs. Et alors, merci à vous. Oui, juste dernière chose. À votre avis, comment peut être dissipée cette espèce d'insatisfaction généralisée? C'est par l'information, par plus d'informations? Par l'information de la situation réelle de nos retraités par rapport à l'étranger et par l'information sur nos vrais comptes, sur ce que ça coûte véritablement à l'ensemble des citoyens français à travers le budget de l'État, la dette de l'État et les impôts. Merci de ce cours, parce que c'est important de mettre les mots sur les choses. Merci. Dans un instant, sur Sud Radio, André Berkoff, nous allons parler du scandale Shein. Hier, le gouvernement a annoncé la suspension de la plateforme Shein le jour de l'ouverture de son premier magasin en France, à Paris. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. Merci beaucoup, et à bientôt. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et oui, c'était hier devant le BHV à Paris, la marque Shein, André, le géant chinois de l'ultra fast fashion, qui vend du prêt-à-porter en ligne à très bas prix, a ouvert donc son premier magasin à Paris, et ce malgré les différentes polémiques. Et il faut le préciser, le gouvernement dans la foulée a annoncé la suspension de la plateforme. Alors justement, on va en parler avec Arnaud Gallet, mais c'est quand même intéressant. Alors Chine, je ne sais pas si tous connaissent, je ne crois pas. Et moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Mais alors, c'est ce que c'est Chine. Il y avait le fast-food, et bien la fast fashion, le produit le plus jetable du monde. Vous cherchez des vestes, des pantalons, des collants pour les femmes, etc. Vous en trouvez, mais alors à prix défiant toute concurrence. Je rappelle que le prix d'un moyen d'un article sur Chine, c'est de moins de 8 €. Vous imaginez, voilà, vous avez les tops à 3,90 €, robes à 4,10, jeans à 8,80, c'est cadeau. Et donc, Chine casse tous les prix concurrentiels. Pourquoi? Parce que Chine vient de Chine. Ça vous étonne pas. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors c'est la main-d'œuvre chinoise. Vous savez, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on a tout délocalisé, tout bradé en Chine. C'est merveilleux. Nous gardons, bons chefs d'entreprise, je parle de haute lignée, nous gardons notre marge. Et puis vous débrouillez. Voilà. Avec les prix, donc ça va très très bien. Alors les vêtements sont conçus pour être portés à moins de temps qu'il ne faut pour s'habiller ou se déshabiller, et la plupart, même Chine dit que les vêtements sont portés pour la plupart moins de 30 fois. Et alors il y a eu quand même quelque chose, on va en parler, et c'est pour ça que vous avez entendu BHV, et puis il y avait un certain Arnaud Gallet, président de Move Enfant, qui était là effectivement hier, et dites-moi, et sur ce site de Chine, il n'y avait pas que des vêtements, il y avait aussi des poupées. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu samedi dernier un signalement qui a été fait auprès du procureur de la République par la répression des fraudes suite à
Parce que la répression des fraudes a vu sur le site de Shein, donc la plateforme, des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Ce qui est interdit par la loi, bien évidemment, française, renforcée d'ailleurs par la loi du 21 avril 2021. Toute représentation d'enfants à caractère pédopornographique est interdite. Et par ailleurs, c'est interdit par la réglementation européenne, rien que ça. Et donc, il y a eu, donc nous, des gens trouvent ça abject. Alors c'est important peut-être de situer quand même les choses dans son contexte. Pour bien comprendre, ces poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, déjà, c'est bien marqué, il y a une description qui dit comme de vrais enfants, avec à l'usage des hommes, etc. Avec un anus, un vagin, et c'est masturbatoire. Ils le disent. Bien sûr. Masturbatoire, fait pour la masturbation des âmes, comme si en fait les enfants étaient faits pour qu'on se masturbe dessus. Enfin, un truc dingue. Et surtout, c'est important quand même de bien comprendre pourquoi nous, mouvement de lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants, où nous sommes des survivantes et des survivants de violences sexuelles, pourquoi est-ce qu'on s'est mobilisé? Tout simplement parce que il y a pas très longtemps, on a eu un certain Joël Le Scornec. Vous vous rappelez du chirurgien, plus de 300 victimes. Et quand la police est intervenue en fait chez lui pour faire l'enquête, etc., des investigations, ils ont découvert une collection de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Et j'apporte ici même, il y a eu hier donc une arrestation d'un monsieur à Marseille de 57 ans qui avait commandé une poupée. Et grâce en fait aux livreurs qui se sont dit c'est quelque chose qui fait 1m30, ils ont vu nos actions, etc. Ils se sont dit c'est quand même bizarre, ils ont ouvert le paquet, ils sont tombés sur cette poupée en silicone qui ressemble à un enfant, ils ont fait waouh, ils ont appelé la police, ils ont arrêté cet homme-là, et figurez-vous que cet homme-là a déjà été condamné pour des faits de pédocriminalité. Et pour nous c'est ça le sujet. Donc aujourd'hui le sujet majeur, c'est certes, nous on a obtenu la victoire de fermer Shein parce qu'effectivement fermer le site de Shein est fermé. Sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la plateforme, juste un mot, il faut le dire pour être tout à fait objectif dans l'information, c'est que Shein a dit qu'effectivement c'était un sous-traitant qui avait fait ça et qu'ils ont retiré eux-mêmes, ils l'ont dit hier, tout ce qui était pédo de leur site. Non, ils ont menti. En fait, ils ont menti dans un premier temps et nous on l'a su. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la première annonce qui est faite par Shein, c'est de dire on a retiré les poupées. Nous on a été voir, on s'est procuré un VPN. Un VPN, c'est donc un logiciel qui permet de se dire on peut se connecter ailleurs, on sait pas où on est. Et en Grande-Bretagne, au Chili, aux États-Unis, etc., les mêmes poupées étaient en vente sur Shein. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que on a retiré en France, mais le reste on l'a regardé. C'est une bonne organisation mafieuse, y a pas de problème. Et donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que nous on a dénoncé ça, donc le monde a fait mais non, c'est pas possible. On a envoyé à la ministre, l'Élysée, etc. Tout le monde a dit si, regardez, c'est possible, allez dessus, vous allez voir. Et donc là ils se sont dit waouh, en fait ils sont moqués de nous. Et en même temps, tenez-vous bien, rappelez-vous, on avait le ministre de l'économie qui a dit publiquement on leur donne une seconde chance. Comme si en fait des personnes comme ça qui mettent en danger des enfants sur le territoire. Et puis c'était Roland Lescure, effectivement. Comme si on devait leur donner une seconde chance de quoi? Il y a l'infraction, elle est constituée, elle est suffisamment grave. On donne une seconde chance pour une bêtise. Là, c'est pas une bêtise en fait. Là, c'est participer à la pédocriminalité. Donc une seconde chance. Donc nous, on a continué en fait par rapport à ça, et on continue aujourd'hui pour savoir quelle est l'identité des acheteurs. Attention. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. L'identité des acheteurs, mais qui ont acheté sur Shein France, mais qui ont acheté surtout sur toutes les plateformes Shein internationales. Parce qu'on est bien d'accord que les petits malins, c'est pas juste de nous remettre le registre des acheteurs sur Shein France. C'est ça le sujet aujourd'hui. Donc, on est à la limite content, si je peux dire les choses comme ça, avec des guillemets, parce qu'on obtient des victoires, et c'est ce qu'on veut faire avec Mouvement Enfant, obtenir des victoires pour la protection des enfants. Normal. Donc, on se dit, suspension de la plateforme annoncée par le gouvernement, c'est bien. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que les acheteurs soient poursuivis, parce que, poursuivis pour deux choses, quand même, c'est important. Ils détiennent des contenus qui sont illégaux. Représentation d'enfants, etc., comme je disais tout à l'heure. Deux, il faut faire des enquêtes sur ces personnes-là. C'est qui ces gens, en fait? C'est qui ces gens qui sont ces sous-traitants? Comment ça arrive sur le site, etc., etc. Non, puis même, qui sont les acheteurs? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent auprès d'enfants? Est-ce que ce sont, j'en sais rien, moi, des pères de famille? Est-ce que ce sont des prêtres, par exemple? J'en sais rien. Tout est possible. Non, mais vous, ce que vous dites, que de toute façon, ce trafic-là, ce commerce, c'est illégal, ne devrait pas exister. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et surtout et c'est important de le rajouter, c'est sans filtre. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui peuvent aller sur la plateforme Shein, ou sur d'autres plateformes d'ailleurs, et qui ont accès libre en fait à ce type de contenu. Vous mettez simplement poupée sexuelle et vous tombez dessus. Oui. Et en fait, la décision du gouvernement hier, c'est suite à une autre polémique. Ils ont découvert sur cette plateforme la vente d'armes de catégorie A. C'est
Mais vous savez, alors ça c'est intéressant parce que nous c'était l'argument. Nous on disait que c'est étonnant parce que si on avait découvert par exemple des produits qui permettaient, je sais pas, une action terroriste, ni une ni deux, il y aurait eu le GIGN, la BRI, etc. Là qu'on arrête tout et c'est normal, très bien, pas de problème, on suspend, etc. C'est ce qu'il faut. Mais quand il s'agit d'enfants, de poupées sexuelles, à l'effigie d'enfants, tout de suite on dit bon, on attend que la justice se fasse, donc on transmet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse la possibilité aux acheteurs, en plus de ces poupées ignobles, la possibilité de détruire. Et donc de se dire qu'une fois de plus, la justice, une fois qu'elle va être saisie, elle va dire bon bah alors on a retrouvé la transaction, par contre on n'a plus retrouvé les poupées parce qu'ils sont pas fous comme les acheteurs, ils vont les détruire. Et comme ça après qu'est-ce qui va se passer? On va dire ah c'est pas suffisamment caractérisé, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est classé sans suite. Mais d'autant plus quand même. Alors là nous quittons ce problème de la pédocriminalité ô combien terrible. Mais ce n'est pas la première polémique. Hein. Vous l'avez dit Céline, vous l'avez écrit, qui touche en France. Elle lui a infligé une amende de 40 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses à l'égard des consommateurs sur la réalité des réductions de prix accordées sur la portée des engagements. En fait, il y a aussi ça, le matériel de Chine. Cette vente à 5 euros, 10 euros, 8 euros, etc. C'est quel matériau? Qu'est-ce que ça vaut? Et actuellement, les magasins sont en train de se multiplier. Donc il y a un problème quand même assez incroyable. C'est comment ça arrive au fond qu'on laisse passer ça, puisque ce site-là, attendez, le site où on voit les poupées, le site de Chine, hein, où il a les poupées, et il existe depuis quand? C'est plus longtemps. Ça a été créé en 2008, Shein. Est-ce que les poupées existent? Est-ce qu'on sait depuis quand existe le... Non. Alors, faut bien s'entendre. Ce qui a mis la puce à l'oreille, surtout, c'est la description des poupées. En fait, encore aujourd'hui, vous faites poupées sexuelles sur le site de Chine. Ouais. Vous tombez des fois sur des poupons. Entre deux poupons, vous avez des sextoys, donc c'est le truc pas clair. Et vous avez des commentaires des fois de personnes. Vous dites, oula, ça fait peur. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est la description qui a attiré la puce à l'oreille, en fait, du service de la répression des fraudes, qui a fait un travail remarquable. C'est important de le dire. Et là, on se dit que la justice, franchement, traîne, c'est pas possible, franchement. Là, faut exiger tout de suite dans l'instant, et puis il faut surtout arrêter tout de suite les acheteurs pour éviter qu'ils se séparent des preuves. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est le travail, c'est toujours pareil, comme les terres rares et compagnie. Qui c'est qui travaille au Congo, en Afrique et en Chine? C'est 14 heures de travail par jour, c'est 7 heures, c'est 14 heures par jour, 7 jours par semaine pratiquement. C'est l'exploitation des Ouïghours aussi. Voilà, c'est des salaires absolument lamentables. Et oui, les salaires, c'est terrifiant. Ils sont payés à la pièce, André. Et l'équivalent de 0,06 centimes à 0,27 centimes d'euros. L'heure, vous voulez dire? La pièce. La pièce, ah oui, la le pièce, vêtement, oui, c'est ça. Oui, non, mais ça, on le sait, hein. C'est comme ça qu'on a trimballé tout le primaire et tout le secondaire, l'agriculture, l'industrie, allez, la Chine, hein, les Doliprane et compagnie, parce que nous avons des marges, les marges sont là, etc. Et en fait, là, donc, si je comprends bien, pour résumer, là, la plateforme est fermée. Elle est suspendue. Elle est suspendue, c'est ça. Toute la plateforme. Toute la plateforme est suspendue en France. Compris, tout ce donc ça veut dire qu'avec un VPN, vous pouvez toujours vous connecter à Chine. Ouais, c'est ça. Je me permets de le dire comme ça. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, non, c'est sûr. Mais enfin, en même temps, c'est embêtant quand même. Non, mais c'est bien. Non, mais attendez, nous, on va pas se plaindre tout le temps, quand même, on va pas se mentir. C'est important de dire que là, pour nous, c'est une victoire. On a été entendus. Moi, je l'ai dit à Sarah El Haïry, qui est la haute commissaire à l'enfance. On a vu des échanges avant, au moment où on y allait. Nous, on exige. Maintenant qu'on a réussi à obtenir ce qu'on voulait, on va pas dire non plus, c'est pas bien. Faut aller plus loin. Nous, on dit aujourd'hui que la justice doit fonctionner. Il faut aller voir les acheteurs. Et faire l'enquête. Pour bien comprendre, on a une occasion rêvée. On dit que dans ce pays, il y a 160 000 enfants victimes de violences sexuelles. Les bourreaux sont pas des monstres. Donc, c'est-à-dire que là, on a une occasion rêvée grâce à des transactions d'aller choper, en fait, ces mecs-là et de leur dire, expliquez-vous, en fait. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qui êtes-vous? Et là, la preuve, le premier qu'on chope, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné, c'est intéressant. Oui, mais attendez, c'est pas vous que j'aurais ça. Donc là, mais il faut pas que l'arbre des poupées sexuelles cache la forêt de la pédocriminalité. Ah bah, on est bien d'accord. Ils n'ont pas besoin de passer par et même de la cyberpédocriminalité. Rappelons que la cyberpédocriminalité, 700 signalements par jour en France. C'est ça la réalité. 700 signalements par jour. La France, c'est le 4e pays hébergeur au monde de contenu cyberpédocriminel. C'est pas moi qui le dis. C'est Interpol, le 2e d'Europe. C'est ça la réalité. Donc ça veut dire que des messieurs tout le monde là qui ont dû télécharger, commander des poupées,
il doit y en avoir. Il y a des poupées de différentes catégories. C'est ça qui est terrible. Et donc, ça veut dire qu'il faut agir. Il y a une urgence absolue. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on dénonce un peu, c'est finalement que, ok, la répression des faits a fait le boulot. Ok, le gouvernement fait le boulot aujourd'hui en suspendant. Par contre, la justice quand même. Commencez par sanctionner, enquêter et sanctionner. Il faut y aller, là. Sincèrement, c'est un boulevard. Hein. Merci Arnaud Gallet. Merci à vous. Fondateur de Mouvement Enfant. On en reparlera avec vous. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le 26 octobre dernier, un individu s'est introduit en vociférant dans l'abbaye de Moissac, André Berkov, une commune du Tarn-et-Garonne, et a agressé une religieuse. 4 jours après, la vidéo de l'agression a été postée sur les réseaux sociaux par Pierre-Guillaume Mercadal. Et cette vidéo, André, elle est devenue virale, et ce, dans le monde entier. Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, vous allez voir cette vidéo. Elle est quand même extrêmement parlante. Vous voyez, elle est très très courte. Mais regardez, ça se passe dans l'abbatiale de Moissac, qui est une très 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 belle abbatiale que j'avais visitée il y a quelques années, qui est magnifique. Et regardez, il y a une nonne, il y a quelqu'un qui est à côté d'elle. Heureusement, il avait son portable. Et quelqu'un qui rentre. Et regardez. Non. J'ai dit regardez, évidemment écoutez, nous sommes quand même à Sud Radio, nous ne sommes pas à Sud Télévision, mais ça va venir bientôt. Alors qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? Eh bien, il s'est passé que quelqu'un rentre, vous voyez, on le voit, il est là, et puis il s'approche, alors en poussant des cris, c'est visiblement un type totalement dérangé, il s'approche en poussant des cris de chiens, des cris d'animaux, comme ça, et une nonne, on la voit, elle le repousse, et il tend son poing comme ça et il lui dit tu vas en prendre, tu en veux une, et quelqu'un lui dit non, et puis il s'en va et il donne un coup de pied dans la porte de l'abbatiale. Et on se dit mais c'est quoi cela ? Et nous sommes avec Pierre-Guillaume Mercadal, qui est éleveur de cochons laineux, que nous avions reçu avec plaisir déjà à plusieurs reprises. Bonjour Pierre-Guillaume Mercadal. Bonjour André, merci pour l'invitation. Écoutez, merci à vous, parce que vraiment il faut parler de cela. Juste, qui était à côté, il y avait du monde dans cette abbatiale à ce moment-là, ou il n'y avait que la nonne et quelqu'un d'autre ? Il y avait uniquement ces 2 personnes à ce moment-là dans l'église. Oui. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce qu'on ne voit pas à l'image, c'est que quand ce monsieur est rentré en vociférant, en faisant n'importe quoi, en fait, il est monté sur l'autel. Ah, il est monté sur l'autel. C'est de là que la religieuse... Ouais. C'est de là que la religieuse a commencé à lui demander de sortir et à vouloir le mettre dehors, parce que c'était un sacrilège. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut tolérer vis-à-vis d'aucune religion. Bien sûr. C'est sacré, point. Bien sûr. Et c'est quand même hallucinant, parce que quand on voit, on va pas, comparaison n'est pas raison, mais quand même, et ni assimilation, ni amalgame, mais quand on voit le nombre d'églises et de croix aujourd'hui cassées et d'églises assaillies, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais Pierre-Guillaume Mercadal, quand vous expliquez, je sais que ça vous a scandalisé, mais vous n'êtes pas le seul, que le procureur de Montauban a classé cette affaire sans suite. Ça, je vais vous dire, ça on ne l'explique pas, et on explique encore moins la réaction qu'a eu la préfecture derrière. Mais en fait, qu'on classe sans suite parce que ce monsieur est fou. Bon, Comme tous les gens qui font des dingueries, on se doute qu'ils sont pas très clairs. Après, ce monsieur a un garage automobile, est en capacité légalement de réparer votre véhicule, et vous derrière de rouler après avec tous les dangers que ça peut entraîner un véhicule. Il était propriétaire, il était patron, pardon, Pierre-Guillaume Mercadal, qu'on comprenne bien, il est patron d'un garage, c'est ça? Tout à fait, sur la commune de Moissac. D'accord. Et donc, si ce monsieur n'est pas responsable de ses actes quand il fait n'importe quoi dans un lieu de culte, comment peut-il être responsable de ses actes quand il répare des véhicules? Et donc voilà, mon interrogation était là, l'incompréhension, parce qu'il a choqué tout le monde, c'est que ce qu'il avait fait était très grave, et qu'il ressorte sans même un suivi médical, sans même être interné, c'était impensable.
La réaction sur les réseaux sociaux a fait monter la pression, donc sa famille, qui d'abord dans un premier temps m'a menacé par message et a lancé des procédures contre moi pour avoir osé diffuser cette vidéo. Sa famille a fini par le faire interner. Ouais. Et donc une semaine après les faits, parce que donc ça a eu lieu en fait le dimanche 26. Oui. Moi j'ai publié ça le jeudi quand j'ai eu les images, vu que personne n'osait publier parce que tout le monde avait peur soit de représailles physiques, soit de poursuites judiciaires. Donc voilà, donc moi j'ai sorti ça et la famille après l'a fait interner et la préfecture sur son communiqué s'octroie le mérite de l'internement alors que c'était à la demande de la famille, dit avoir réagi avec la plus grande fermeté alors que ce monsieur a bénéficié d'un classement sans suite et que la préfecture était aux abonnés absents pendant une semaine. Donc c'est complètement hallucinant et derrière il termine en disant que en gros que moi j'ai attisé la haine en diffusant ça et qu'il y aurait de la récupération politique. Sauf que on est à demain, ça fera 10 jours aujourd'hui. Enfin, excuse-moi, je sais plus. Ouais. Ça fait 10 jours en gros que ça a eu lieu. Pas un seul parti politique n'en a parlé. Donc si aucun parti politique n'en parle, il faut m'expliquer où est la récupération. Et d'ailleurs, la communauté musulmane de Moissac s'est déplacé pour aller, enfin les responsables de cette communauté sont allés apporter leur soutien aux religieuses à la mairie de Moissac. Il y a eu des dizaines de milliers de commentaires. La plupart des musulmans étaient outrés et disaient qu'ils avaient envie de eux-mêmes s'occuper de ça. En fait, c'est une vidéo qui la presse de gauche essaye de dire que c'est pour l'extrême droite. Pas du tout. En fait, n'importe quel croyant ou n'importe quel amoureux du patrimoine français qu'on soit musulman, juif, chrétien ou agnostique, lever la main sur une petite religieuse inoffensive, âgée, enfin c'est délirant. Mais ce qui est extraordinaire quand même, Pierre-Guillaume Mercadal, c'est qu'on est dans la France de 2025. Aujourd'hui, si on veut parler de cette chose qui est quand même assez minable, quoi, c'est le moins que l'on puisse dire, on a peur de le faire parce qu'on a peur de parler d'un côté et on a peur de se faire traiter d'extrême droite de l'autre et on a peur d'être poursuivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le lien quand même entre les gens qui se font agresser dans un home carnet, qui se font agresser dans leur maison, qui arrêtent l'agresseur et qui attendent la police, et ben ils vont être aussi bien traités que l'agresseur, aussi maltraités que l'agresseur. Il y a quand même quelque chose qui va pas là, qui tourne pas rond. C'est techniquement, André, aujourd'hui, qu'est-ce qui attise la haine en France? Et vu votre grande expérience et tout ce que vous avez pu évoquer dans votre carrière comme sujet, je pense que vous me rejoindrez sur le fait que ce qui attise la haine, c'est pas tant que ce monsieur soit maghrébin ou musulman, c'est en fait que la justice ne fasse rien, en particulier quand c'est pour les chrétiens, mais que la justice française soit molle, soit une serpillière, que ce monsieur ressorte avec rien, ça attise la haine, ça pousse les gens du coup à devoir régler les choses eux-mêmes, et ça peut amener à des drames et à une escalade et à un conflit civil ou à Dieu sait quoi. Mais ce qui attise la haine, c'est ce deux poids deux mesures et cette soumission à la bien-pensance et au qu'en dira-t-on des préfets et des procureurs qui malheureusement sont bien souvent des hauts fonctionnaires carriéristes et qui suivent la politique en place. Donc voilà, là on est sur c'est un flagrant délit. Puis derrière, il y a qu'à voir leur communication, leur réaction, c'est un flagrant délit. Il y a rien de plus à dire. Oui, Céline, vous vouliez ajouter quelque chose? Pierre-Guillaume Mercadal, un mot sur cette abbaye qui vous est très très chère. On peut dire que c'est vraiment l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman en Occitan. En Occident, pardon. Oui, vous tout à fait, puisque c'est une abbatiale. Enfin, au départ, c'est une église qui a été construite d'après la légende à la demande de Clovis directement, et puis qui s'est étoffée siècle après siècle. C'est un endroit absolument sublime. C'est classé à l'UNESCO. C'est sur c'est une étape importante du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis moi, à titre personnel, je m'y suis marié. Mes parents s'y sont mariés. Et moi, je suis paysan à quelques kilomètres de Moissac, mais ma famille est originaire de Moissac depuis le Moyen Âge, quoi. Donc c'est déjà un préfabriqué. Un préfabriqué est un lieu sacré. Si c'est une église, je veux dire mais ce côté joyau du patrimoine en plus, c'est ce qui a fait que pour moi c'était impensable. Mais sincèrement, j'aurais relayé ça si ça avait été une agression contre un autre lieu de culte. Moi, je suis croyant, chacun pense ce qu'il veut, mais
il est intolérable d'aller agresser des croyants dans un lieu de culte qui, à la limite, si c'était des prêcheurs de violence, de haine, quelle que soit la religion, pourquoi pas. Mais quand on est sur des religieux pieux, pacifistes, dans un lieu de culte, aller les agresser là, c'est impensable. Mais même, c'est Pierre-Guillaume Mercadal, vous avez résumé, là on sera tout à fait d'accord, c'est inadmissible que tout ce qui se passe en ce moment soit pratiquement sans sanction, pratiquement sans réaction, etc. Et je ne dirais qu'une chose, nous serons sauvés par les cochons laineux. Voilà. En tout cas, André, si je peux me permettre une dernière phrase sur un autre sujet, mais où je pense que vous pourriez avoir un rôle très important, surtout avec tout le courage et toutes les discussions que vous avez permis pendant la période Covid. L'âme de la France, les racines de la France, la chrétienté, les églises, oui, c'est évident, mais c'est aussi les campagnes et les vaches. Tout à fait. Et actuellement, en France, on est en train d'assassiner l'élevage bovin. Ouais. On est en train d'abattre des milliers de vaches au nom d'une maladie qui est la dermatose nodulaire, et je vous supplie de faire une émission un jour là-dessus, où vous pouvez faire venir même des gens du Conseil de l'ordre des vétérinaires. Ils se feront dépouiller parce que scientifiquement, ça ne tient pas la route. Ça n'a aucun sens. On est en train de détruire des cheptels, de détruire des fermes, tout ça au profit du Mercosur et de notre chère Union européenne. Et du poulet ukrainien. C'est vraiment un sujet, pour tout vous dire, je dis juste un dernier mot et je vous fais pas perdre plus de temps avec ça. Mais pas du tout. On peut entendre dans les médias que ça pourrait tuer 5% du cheptel français. C'est totalement faux. Parce qu'en fait, les gens qui disent ça se basent sur le taux de mortalité, mais dans les maladies, je vais rien vous apprendre. Il y a la mortalité, mais il y a la morbidité aussi, c'est-à-dire le nombre de cas, la contagion. Et si on prend les propres chiffres de l'OMS, cette maladie a entre 10 et 20% de morbidité et entre 1 et 5% de mortalité. Pour aller vite, mais on va attendez. Si on prend moi je vous donne Pierre-Guillaume Mercadal. Ça fait une vache sur 100. Je comprends, mais attendez, on va pas faire le débat maintenant. Je vous promets qu'on va le faire, ce débat, et on va consacrer une émission, parce que là, c'est pas en 5 minutes qu'on va le régler. Au contraire, c'est très bien. On va en parler. Vous avez raison. Non, mais il y a assez de fake news, assez de bobards et assez d'enfumage sur tout ça pour que on ne le vaille pas. Je vous promets, et on vous tient au courant, et on fera d'ici, 1 ou 2 semaines, on fera une émission là-dessus. À très bientôt. Merci André, merci. Que Dieu vous garde. Continuez. On a besoin de... Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Moi je voudrais être un chat, me frotter contre tes barres, je me ferai en... Eh oui, dans l'Hérault, la propriétaire d'un chat, André Berkov, accusé de dégradation chez son voisin, a été condamnée en janvier dernier à payer 1 250 € et elle risque de voir bientôt la facture s'alourdir. On marche vraiment sur la tête, André, en France. Écoutez, on marche sur la tête depuis le début de l'émission. Tout ce qu'on décrit de Chine aux retraites en passant par ce qui s'est passé dans l'abbatiale de Moissac, c'est intéressant. Non, mais c'est bien. Vous savez, quand les fous prennent le pouvoir de l'asile, dans l'asile, ça devient vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on va vous raconter la folle histoire de Dominique Valdès, une enseignante sexagénaire résidant dans une zone pavillonnaire de Agde. Vous savez, Agde dans l'Hérault. Alors, son chat Rémi, le chat roux de la rue de la Treille à Agde, est considéré comme un malfaiteur. Oui, un malfaiteur. Yaou, je vole ! Par le tribunal de Béziers, qui l'a sanctionné et accusé de dégradation chez un voisin. Oui, le chat commet des dégradations. Alors, le 17 janvier dernier, attendez, c'est authentique ce que je raconte, le juge a condamné la maîtresse du chat à payer 1 250 € de dommages et intérêts et frais de justice pour ses divagations chez son voisin. Oui, parce que le chat est allé chez le voisin, vous imaginez, mais c'est pas possible. Comment il peut aller chez le voisin? Mais ça va pas. Non, mais un chat, il devrait avoir un GPS, il devrait savoir conduire, quoi, c'est pas possible. Eh bien, ladite condamnation est assortie d'une astreinte de 30 € à chaque fois que l'animal refranchira la clôture. Oui, il me gêne, le chat, il me gêne. Voilà, le matou est accusé de dégradation, notamment. Alors écoutez bien, vraiment, c'est terrible. Il y a des drames quand même en France, terrible. Il a laissé des traces de pattes sur un crépi en cours de séchage. Il a uriné sur une couette. Mais c'est terrifiant, mais qu'on le tue, qu'on le pique, ce chat. Et de faire ses besoins. Il a fait ses besoins dans le jardin. Et puis, le voisin procédurier, il a
récidivé. Ce chat est multirécidiviste. Alors, écoutez, ça ne s'arrête pas là quand même, c'est tellement beau. Il y a une nouvelle convocation devant la justice de la maîtresse du chat en décembre prochain, voilà, donc dans un mois, avec à la clé, attention, une nouvelle addition à payer qui pourrait grimper à 2000 €. Elle aura payé 2000 € parce que le chat est passé. Et l'astreinte puisse passer à 150 € par apparition du charroux dans le jardin. Voilà. Comme dit un habitant du quartier, il a raison, c'est une version judiciaire de qui veut gagner des millions. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre propriétaire? Elle va enfermer son chat à l'intérieur. Eh oui, puisqu'il y a un voisin comme ça qui ne supporte pas. Eh bien, voilà. C'est très, 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 très joli, hein, vraiment. Alors, c'est passé à un juge de Béziers. Voilà. Est-ce que c'est le petit pouls de la queue du chat qui le dérange? On ne sait pas. Voilà comment va le monde, monsieur. Dans un instant sur Sud Radio, André Berkoff, la culture dans tous ses états. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Betaram. Jean-Marie Delbos publie aujourd'hui un livre bouleversant, André, dans lequel il raconte comment, enfant, il a vécu un calvaire dans cette institution catholique. C'est le témoignage choc de la première victime de Betaram après 60 ans de silence. Restez avec nous, son témoignage est bouleversant.